Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le Tour de France. Donc aujourd'hui, on va débriefer la deuxième semaine de ce Tour de France. On va revenir sur les éléments marquants qui ont marqué cette deuxième semaine de course. Et ensuite, on fera une preview sur la troisième semaine, sur les différentes étapes qui nous attendent, les profils et les pronostics sur les différentes étapes et les différents enjeux de cette troisième et dernière semaine de Tour de France. Donc commençons tout de suite par le débrief. Donc, première chose marquante de cette deuxième semaine, c'est la victoire pour UNOX, une première victoire sur le Tour de France dans leur histoire, victoire de Johan Abramsen, donc vraiment mérité, très belle étape qui arrivait à Toulouse, on a vu un beau spectacle, victoire en costaud face à Mauro Schmid comme vous le voyez à l'image, donc je voulais revenir sur cette étape pour féliciter l'équipe UNOX, donc équipe qui n'est pas en World Tour mais qui progresse avec uniquement des coureurs nordiques, une ADN de course très offensive. Abramsen, il s'était fracturé la clavicule il y a même pas un mois sur le Tour de Belgique et le voir revenir aussi vite et gagner, c'est vraiment, euh, c'est vraiment une preuve que c'est un grand champion et une preuve de caractère de sa part. Donc c'était important de le souligner et pas l'oublier et pas uniquement parler des coureurs de grand tour. Donc bravo à eux. Ils sont toujours en course avec Johansen pour un top 10, voire mieux. Pourquoi pas le maillot blanc et un top 5. Mais en tout cas, félicitations à eux pour la belle dynamique affichée cette saison et l'année dernière. Et en plus, Abramsen, c'est un coureur qu'on avait vu à l'offensive l'année dernière sur la première semaine avec énormément d'échappées. Et ça fait plaisir de le voir concrétiser. C'est pas un coureur qui gagne beaucoup, donc le voir triompher sur la plus grande course du monde, c'est vraiment sympa et agréable. Donc félicitations à eux et félicitations à lui surtout. Donc ça, c'était la première étape de cette deuxième semaine avant qu'on rentre directement dans le vif du sujet, les Pyrénées. Donc comme vous le savez, j'ai fait un débrief sur cette étape, donc avec la victoire de Pogacar au sommet d'Otakam, donc qui a mis plus de 2 minutes d'avance sur Vingegaard. Donc je vais pas trop m'éterniser là-dessus, juste masterclass de sa part. On savait qu'il était le plus fort, il a confirmé. C'est facile de le dire après la victoire, mais c'est toujours difficile de confirmer quand on est favori, donc bravo à lui, mais on va pas perdre de temps là-dessus, on va passer à autre chose. Donc, deuxième fait marquant de cette étape, de ce triptyque pyrénéen, c'était le contre-la-montre qui arrivait à, qui arrivait à Peyragudes. Donc, Peyragudes, là où Pogacar s'était déjà imposé en 2023, et là où non, en 2022, pardon, et là où Romain Bardet avait gagné en 2017 en, en lâchant Christopher Froome et où Fabio Aru avait pris le maillot jaune. Donc, finale assez classique ces dernières années, mais qui est très dur, cette fois-ci emprunté sur un contre-la-montre. Donc, le fait marquant de cette étape, c'est cette image. Donc, Jonas Vingegaard en plein effort, qui est parti 2 minutes avant Remco Evenepoel et qui l'a rattrapé et qui l'a dépassé. Donc, Remco en perdition sur ce chrono. Déjà sur l'étape de la veille, il avait réussi à se ressaisir et limiter la casse. Sur ce chrono, on l'a vraiment vu en difficulté. Alors que certes, c'était pas un contre-la-montre sur le plat qui le favorisait par rapport à Pogacar ou Vingegaard, mais c'est quand même un contre-la-montre où il a son rythme, où il a, qui correspond justement à ses caractéristiques. On l'a vu perdre énormément de temps sur des coureurs comme Roglic ou Lipovic. Donc, c'était vraiment un fait marquant et une image assez rare de voir le deuxième et le troisième général se doubler sur un chrono quand on sait qu'ils partent avec plus de 2 minutes d'écart. Donc, c'était vraiment une image que je souhaitais vous partager et mettre en avant sur le débrief de cette deuxième semaine. Donc là, on voit Remco Evenepoel vraiment marqué par l'effort sur son chrono. On le voit vider et on verra que c'est pas de bon augure. Ça n'a pas été de bon augure sur cette deuxième semaine. Maintenant, on va passer à la troisième et dernière étape pyrénéenne. Donc pour moi, qui était l'étape la plus difficile en termes de dénivelé. Pour moi, c'est la deuxième étape la plus dure de ce Tour de France. Au final, ça n'a pas été une étape avec énormément de spectacles au niveau de la bataille des favoris. Après, je trouve que ça se comprend vu qu'au final, il n'y a plus que Jonas Vingegaard qui peut faire illusion face à Pogacar. Les coureurs derrière sont des coureurs bien inférieurs à eux deux, donc on ressent l'écart sur le Tour de France, donc c'est logique que ces coureurs-là se prennent pas le risque d'attaquer et qu'en fait il y a plusieurs courses dans la course. C'est un peu frustrant depuis que Pogacar est à ce niveau-là, mais bon, faut faire avec. Donc ici, on voit Jonas Vingegaard à l'attaque. Donc pour moi, il a attaqué pas par dépit, mais histoire de se dire qu'il a attaqué. On a bien vu que la Visma avait essayé de viser l'étape avec Kuss ou Yates, mais que c'était pas un plan prévu pour que Vingegaard essaye de chambouler le classement général. On les sent résignés. Ils tentent dans le final parce qu'on sait jamais, ça reste
un être humain, Pogacar, mais on sent pas que l'équipe met tout à disposition pour le renverser. Et je pense que eux-mêmes le savent, qu'ils sont battus. Et puis de toute façon, ils ont déjà plus de 4 minutes de retard au général, donc à moins d'une énorme défaillance, pardon, il y a peu de chances qu'ils renversent la situation. Mais je trouve ça dommage quand même de pas tenter plus loin, parce qu'au final, Vingegaard, il a largement assez de marge sur ses principaux adversaires, que ce soit Lipovic, Roglic, Félix Gall, Carlos Rodriguez, Onley ou Vauquelin. Donc, essayer de tout perdre pour renverser le Tour de France, je pense pas que c'est quelque chose qui changera sa vie, sachant qu'il a déjà fait 2 fois deuxième et 2 fois premier. Je pense que finir une autre fois deuxième ou troisième, il en a un peu rien à faire. Donc, je trouve ça dommage qu'il ait pas plus tenté, mais au moins il a tenté. On verra dans les Alpes s'il tente. J'ai peur de l'étape du Ventoux pour lui, mais on y reviendra en fin de vidéo. Mais en tout cas, je me pose la question de si lui il se considère comme vaincu ou pas. Donc vous dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez que son équipe a déjà abandonné, si lui il y croit encore, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, si vous avez une opinion, je serais preneur de l'écouter. Maintenant, on va passer à l'autre événement marquant de cette étape, qui était l'abandon de Remco Evenepoel. Donc je l'ai un peu introduit lors des étapes précédentes, notamment celle du chrono. Là, c'est l'étape d'hier, donc avec une arrivée à Super Bannière, si je dis pas de bêtises, où, où on a vu Remco lâcher dès le col du Tourmalet, donc dès le début de l'étape. On l'a vu complètement vidé, on l'a vu se prendre la tête avec la caméra à plusieurs reprises. On l'a vu, euh, on l'a vu justement abandonner très tôt dans l'étape. Donc au final, ça se sentait sur ces 2 dernières étapes qu'il n'avait pas les jambes. Je pense que mentalement, un coureur de son niveau aurait pu continuer la course, dans le sens où je pense que les jambes auraient pu revenir, comme ce fut le cas pour lui lors de la Vuelta 2022, où il avait pu jouer après les étapes et le maillot à poids. Et je pense qu'avec toute la pression qu'il a subie ces derniers mois, l'acharnement sur les réseaux et même le fait de se sentir inférieur à des coureurs comme Pogacar et Vingegaard, ça a dû l'affecter mentalement et il s'est dit que c'était mieux de rentrer. Donc, bon, de toute façon, je suis personne pour juger son choix, mais je pense que c'est pas une mauvaise chose de s'arrêter. On va pouvoir faire un bon break et essayer de voir ce qu'il y a à faire pour cette fin de saison avec les championnats d'Europe, la classique Saint-Sébastien dans 2 semaines ou même le Lombardie pour voir s'il arrive à retrouver une seconde forme pour finir la saison et ensuite se projeter sur la saison à venir. Mais en tout cas, c'est dommage de ne pas le voir finir la course. Il était encore troisième au moment de l'abandon, mais on sentait qu'il allait prendre 25-30 minutes, donc au final, c'est pas plus mal. Pour revenir à cette étape, après avoir parlé des leaders, donc Pogacar, Vingegaard et Remco, on va revenir sur le vainqueur de l'étape, donc Monsieur Chimène Arensman, qui a fait un numéro. Il a été échappé dès le début de l'étape avec un gros groupe de coureurs, dont Lenny Martinez, Sepke, Simon Yates et plein d'autres. On l'a vu solide. On l'a vu rouler également pour Carlos Rodriguez. Au début de l'étape, je ne savais pas s'il visait lui l'étape ou s'il visait à rapprocher Carlos Rodriguez pour se replacer dans le top 10. On a vu qu'il a réussi dans le col d'Aspin à distancer ses rivaux, dans le col de Pérussard de faire la différence, et ensuite entamer la montée avec la montée finale avec pas mal d'avance. Ensuite, on a bien vu que Pogacar n'a pas accéléré et n'a pas forcé pour l'avoir. Je pense vraiment que s'il avait voulu prendre l'étape, il l'aurait eu. Ça, j'en suis convaincu. Mais en tout cas, il a fait un bon numéro. Il finit quand même avec 1 minute d'avance. C'est une victoire de prestige. Lui qui avait gagné sur la Vuelta il y a quelques années, ça lui fait son plus grand succès en carrière. Une victoire au sommet sur un Tour de France. Donc c'est quelque chose de vraiment bien pour lui et c'est mérité pour l'équipe Ineos qui était un peu en dedans sur cette première semaine de Tour de France, mais qui depuis une semaine, on commence à faire des accessites avec Axel Laurence, avec Arensman au Puy-de-Dôme qui avait fait une deuxième place. Donc c'est mérité pour lui qui tournait autour de cette victoire et bravo à lui et bravo à l'équipe Ineos. On espère les voir en forme sur cette troisième semaine. Maintenant, on va parler de l'étape du jour, donc l'étape qui arrivait à Carcassonne, donc une étape remportée par Tim Wellens, le coéquipier de Pogacar. Donc même sur les étapes de baroudeur où les équipes entre guillemets inférieures pouvaient jouer leur chance, c'est encore une des grosses équipes qui rafle tout et qui gagne l'étape. Donc bravo à lui, c'est un bon numéro. Après, honnêtement, on peut revenir sur la tactique de ses équipiers, de ses, euh, ouais, de ses compagnons d'échappée, tout simplement, qui ont fait n'importe quoi. Ils ont beaucoup plus roulé que lui. Ils se sont cramés durant toute l'étape pendant que lui prenait aucun relais, alors qu'il n'avait pas d'équipier dans le second groupe. Donc il n'y avait aucune raison qu'il ne passe aucun relais. Et au final,
au bon moment, il sort son attaque et bah, après, les 40 kilomètres de descente étaient tranquilles pour lui, sachant qu'au championnat de Belgique, il avait résisté à Remco Evenepoel pendant 40 kilomètres. C'était pas face à des coureurs inférieurs à Remco qu'il allait se faire attraper. Donc pour lui, c'est extrêmement bien joué. C'est une masterclass de sa part. Et pour ses compagnons d'échappée, c'est dommage. Surtout qu'il y aura peu d'étapes à se partager en troisième semaine, comme on le verra après. Donc c'est dommage de rater une belle opportunité de victoire. Mais en tout cas, bravo à eux, pour sa domination, même si bon, pour spectacle, c'est pas fameux. Maintenant qu'on a parlé des différentes étapes et des différents acteurs de ces étapes, on va revenir un peu sur les classements annexes. Donc actuellement, le maillot à pois, c'est Lenny Martinez, comme vous le voyez à l'image. Donc il possède 60 points, 8 points devant Pogacar. Donc rien n'est fait, vu ce qui nous attend en troisième semaine. Je pense que ça va être difficile pour lui de viser une victoire d'étape déjà. On a vu qu'il avait du mal à jongler entre faire les efforts en début d'étape et ensuite avoir du jus en fin d'étape. Et le maillot à pois, ça va être difficile pour lui, mais il est encore dans la course, donc j'espère pour lui qu'il pourra se donner au maximum et que Pogacar sera pas trop gourmand, même si je suis inquiet. Pour le maillot vert, j'ai pas mis de graphisme, mais Jonathan Milan est toujours en tête devant Pogacar avec une vingtaine de points et Van Der Poel une quarantaine de points de retard. Donc à voir combien d'étapes Pogacar gagne sur ce final et si Milan arrive à jouer le sprint sur une des étapes, mais ça peut être serré entre Pogacar et Milan et on aura un beau duel sur le maillot à pois et le maillot vert, à défaut de l'avoir sur le maillot jaune. Maintenant, on va passer au maillot jaune, donc au classement général. Donc, comme vous le voyez à l'image, donc Pogacar a plus de 4 minutes d'avance sur son dauphin Vingegaard, qui a lui plus de 3 minutes d'avance sur Lipovic. Donc on comprend tout de suite que les premières et deuxième places sont bloquées. C'est ce qui est annoncé en début de Tour de France, on va pas se mentir. C'est pas une surprise, c'était même attendu. À la troisième place, on retrouve Lipovic, donc qui est maillot blanc et qui devance deux adversaires au maillot blanc, Onley et Vauquelin. Donc il a à peu près 1 minute 30 et 2 minutes sur ces deux coureurs. Donc c'est une bonne avance pour lui, surtout que la troisième semaine lui correspond. Mais à voir ce qu'il est possible de faire. Vauquelin en souligne sa cinquième place après 15 jours de course, donc c'est excellent. Là, il a assez de marge pour faire un top 10. On verra la suite, mais en tout cas, c'est une bonne surprise de le voir ici. On voit Roglic et Félix Gall en embuscade. Donc je pense que c'est des coureurs qui peuvent vraiment remonter au classement général vu leurs compétences et leur niveau en troisième semaine. On sait que Félix Gall est un coureur très endurant et très bon en troisième semaine, surtout avec les arrivées dans les Alpes qui lui correspondent parfaitement. Roglic, pareil, c'est un coureur de 35 ans qui a énormément d'expérience, qui a énormément gagné de grands tours sur des troisième semaines. Donc à voir s'il arrive à monter en puissance pour pourquoi pas concurrencer son coéquipier Lipovic pour une place sur le podium. Et ensuite, en fin de top 10, on retrouve Johansen et Carlos Rodriguez, qui sont également dans la bataille au maillot blanc. Donc on voit plus de 4 coureurs, plus de 5 coureurs d'ailleurs, qui sont dans la course au maillot blanc, 6 même avec Benelli, qui sont dans la course au maillot blanc et qui sont dans le top 10. Donc c'est vraiment intéressant, ça prouve que la nouvelle génération est là et s'impose directement. Et en fait, on constate les écarts qui sont vraiment, vraiment importants. Le 9e a plus de 18 minutes. Je sais pas si j'avais déjà vu ça au bout de 15 jours. Donc on voit qu'il y a vraiment une bataille entre certaines places et qu'il y a déjà des positions figées. Mais bon, c'était pas une surprise quand on voit sur la saison la différence de niveau entre un Pogacar et un Carlos Rodriguez, c'est pas vraiment surprenant. Maintenant qu'on a fait un petit débrief sur la deuxième semaine, on va passer à la preview la troisième semaine. Donc on va voir le profil des différentes étapes et ce qu'on peut attendre de ces étapes-là. Donc la 16e étape, c'est une étape qui interviendra mardi, donc après le jour de repos. L'étape entre Montpellier et le Mont Ventoux, donc étape simple, comme vous le voyez sur l'image. Donc étape toute plate, sauf le final, donc avec une grosse montée du Mont Ventoux, donc montée historique de plus de 18 km à 8%. On sait que les coureurs qui ont le maillot jaune ont énormément envie de remporter une victoire au Ventoux, vu que c'est une victoire de prestige. Donc je pense que Pogacar la voudra, surtout que l'étape sera très facile à contrôler avec pas de montée et à tempo Knight pourra contrôler toute l'étape. Donc attention aux gros écarts en sortie de repos. Je pense que Pogacar va vouloir gagner une cinquième victoire d'étape sur ce Tour de France. Maintenant, on va passer à l'étape suivante, qui sera pour moi une étape pour baroudeur, donc avec deux cols en milieu d'étape. Donc des cols qui sont pas assez longs et assez durs pour faire des différences pour les leaders du classement général.
mais des cols qui sont assez bien placés pour piéger les équipes de sprinters. Surtout que l'étape n'est pas très longue, 160 km, ça va. Et qu'en troisième semaine, on sait que les équipes des sprinters sont épuisées et fatiguées, ce qui fait que c'est plus difficile pour eux de contrôler l'étape. Donc je pense vraiment que des baroudeurs peuvent réussir à faire le coup et ce jeune victoire d'étape pour changer les sprinters. Ensuite, on va rentrer dans les deux étapes alpestres avant de finir ce Tour de France. Donc l'étape 18, qui est l'étape avec le plus haut sommet du Tour de France, donc le col de la Lose. Donc une étape avec trois cols hors catégorie, si je dis pas de bêtises. Le col du Glandon, le col de la Madeleine et enfin l'arrivée au col de la Lose à plus de 2300 mètres. Donc je pense que le graphique parle de lui-même. Ça va être une étape dantesque. Une étape en montée et descente tout le temps. Pas beaucoup de cols, mais des cols assez longs. Donc attention à pas avoir un jour sans pour certains jeunes coureurs de classement général qui n'ont pas l'habitude de courir sous 3 semaines avec un tel niveau d'adversité. Je pense que c'est vraiment cette étape-là où les coureurs comme Vauquelin, Benelli peuvent perdre 15-20 minutes. À voir ce qui va se passer, mais je pense que c'est vraiment l'étape qui va créer énormément d'écart. 2022, 2023, pardon, Pogacar prend un tir au col de la Lose. Je pense qu'il aura à cœur de régler ses comptes, comme il a fait sur le Dauphiné à Domancy et comme il l'a fait en début de Tour de France à Otakam. Donc je pense qu'il va vouloir la gagner. Donc entre celle du Ventoux et celle-ci, je pense qu'il va vouloir gagner sa cinquième et sixième étape pour faire comme l'année dernière. Et c'est pour ça que j'ai un peu peur pour Lenny Martinez. Je me dis qu'avec le nombre de points qui est doublé au sommet du col de la Lose et les cols hors catégorie auparavant, si il y a déjà un écrémage dès le début, il peut prendre énormément de points et terminer la course au maillot à pois. Et voilà. Et nuire à Lenny Martinez. Maintenant, on va passer à la seconde et dernière étape de montagne de ce Tour de France. Donc c'est une étape entre Albertville et La Plagne, donc une étape très très courte de 130 km. On voit que ça va faire que monter. Donc on aura différentes côtes et cols avec une arrivée à La Plagne, donc à plus de 2000 mètres d'altitude également. Ce sera la dernière étape de haute montagne pour les leaders du classement général pour faire énormément d'écart. On voit que c'est une étape courte, donc il sera difficile à contrôler. Donc sur celle-ci, je pense que le scénario est un peu indécis. Ça dépendra de ce qui s'est passé la veille, mais je pense pas que la UAE, si Pogacar gagne la veille et au Ventoux, voudra absolument gagner cette étape et je pense qu'elle pourra laisser gagner une échappée. En plus, on voit qu'il y a pas mal de vallées entre l'avant-dernière montée et la montée finale, donc je me dis que si un groupe assez costaud avec des bons coureurs arrive à sortir, pourquoi pas viser la gagne. Après, c'est sûr que s'il y a que 2 minutes au début de la plagne, là, ça va être compliqué pour eux parce que la montée, elle fait plus de 18 km, donc avec ce peu d'avance-là, Pogacar, s'il sent l'odeur du sang, va vouloir prendre l'étape. En fait, c'est assez facile faire les previews des étapes de ce Tour de France. Faut juste se poser la question si Pogacar veut l'étape. Et voilà. Ça, en fait, c'est ça qui va décider du suspense de l'étape ou non. Donc voici l'étape 19. Maintenant, on va passer à la dernière étape de ce Tour de France en ligne avant l'arrivée sur les Champs-Élysées. Donc c'est une étape un peu vallonnée. J'ai du mal à définir cette étape. Je pense que ce sera quand même une étape pour les baroudeurs. À voir si entre certains leaders au classement général, les positions sont resserrées, les temps pour le podium sont assez proches. On pourrait avoir quelques surprises avec pas mal de petites côtes et de parties vallonnées qui pourraient créer des cassures et des tentatives de reprise de temps. Mais je pense que ce sera quand même une étape pour baroudeur avec deux courses dans la course, avec une course pour le classement général et une course pour les baroudeurs qui veulent jouer la gagne avant l'arrivée à Paris. Donc on verra pour cette étape. Et enfin, la dernière étape, donc l'arrivée sur les Champs-Élysées, mais cette fois-ci avec la butte de Montmartre. Il me semble que les temps seront gelés sur le premier passage sur les Champs-Élysées, donc les leaders du général ne voudront pas spécialement prendre des risques dans la montée de Montmartre. Mais je pense que des coureurs comme Van Der Poel, Van Aert, des Classic Man ou des coureurs qu'on peut briller vont vouloir prendre le maximum de risques pour gagner à Paris. Surtout que c'est une victoire de prestige. On sait que d'habitude, chaque année, c'est les sprinters qui se jouent la gagne sur cette étape. Et je pense que certains coureurs aimeraient bien ajouter à leur palmarès une victoire sur les Champs-Élysées. Et là, c'est la meilleure chance pour ces coureurs-là. Même Pogacar, je me dis que vu comment il est gourmand, s'il veut gagner avec le maillot jaune sur les Champs-Élysées, c'est peut-être la meilleure solution pour lui cette étape-là. Donc je pense qu'on pourrait avoir un beau mix entre certains leaders du classement général comme Pogacar, enfin en fait juste Pogacar finalement, et des coureurs de classique comme Van Der Poel ou Wout van Aert qui voudraient jouer la gagne sur les Champs-Élysées et piéger les sprinters.
Ensuite, il se peut que certains sprinters punchers qui passent bien les bosses comme Girmay ou Arnaud Delis puissent quand même se jouer la victoire sur les champs, mais à voir. On verra. Ce sera un peu plus difficile que les années précédentes. Donc voilà au niveau du parcours, vous avez la dernière semaine de course qui nous attend. Donc maintenant, vous dites-moi ce que vous avez pensé de cette deuxième semaine du Tour de France et ce que vous attendez de cette troisième semaine du Tour de France dans les commentaires. Et on se dit à bientôt donc pour un nouveau débrief, je pense, après soit l'étape du Ventoux ou soit l'étape de la Lose. À plus.